Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, nous partons en vadrouille avec un auteur peu connu qui s'appelle Nicolas Rétif de la Bretonne et qui a écrit un livre intitulé La paysanne pervertie ou Les dangers de la ville. C'est donc l'histoire d'une campagnarde, d'une paysanne qui se retrouve donc dans un environnement citadin. Et donc elle sort, elle va en boîte de nuit, etc. Non, en tout cas, voilà, nous sommes en plein dans la deuxième partie de cet ouvrage. Nous sommes en plein dans la correspondance qu'elle échange avec sa sœur. Elle lui raconte tous les billets doux qu'elle reçoit, tous les galants qui lui font la cour, ou qui font effectivement aussi la cour à Madame Parangon, qui a la charge d'Ursule, donc la jeune fille dont on parle, ou de Mademoiselle Fanchette. On parle là, en l'occurrence, d'un adorateur de Mademoiselle Fanchette, dont Ursule, notre narratrice en l'occurrence, était portée d'entendre la conversation lorsqu'il s'est présenté. Il est entré, il a dit « J'ai l'honneur de parler à Madame Canon. »« Oui, monsieur, que lui voulez-vous » ? »« L'entretenir d'une affaire très importante. » En ce moment, il s'en est peu fallu que je ne sois trahie. Imagine-toi que les deux mentons avancés de Madame Canon et du siècle passé qui lui parlaient se touchaient quasi encore que le reste de leur visage fût à une honnête distance. Madame est la maîtresse de maison. Je le suis, de cet appartement, et chacun des locataires l'est chez soi. Ah, madame, ce que je veux dire, c'est que vous êtes la principale locataire ? Ah non, 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 vous vous trompez, monsieur. On me l'a dit, cependant. Ah, on était mal instruits. Soit, madame. Je voulais vous parler d'une chose qui peut-être vous fera plaisir. C'est selon. Jusqu'à présent, cela ne m'en fait pas beaucoup. Je le crois, madame, mais il faut débuter par quelque chose. Mesdemoiselles, vos filles sont charmantes. Ne songez-vous pas à les pourvoir ? Elles sont pourvues, monsieur. Avantageusement, madame. Très avantageusement. Elle mérite une fortune. Pour moi, je voudrais que la cadette fût libre. Je lui proposerais un parti qui l'avantagerait de 20 000 livres de rente. Cela ferait une belle fortune. Mais elle est pourvue, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Est-ce une chose arrêtée, madame ? Absolument, monsieur, mais en considération des avantages que je ferais faire, ne pourrait-on pas... oui, je veux dire... Ne pourrait-on pas, du moins, balancer... Quel est ce parti ? Un très aimable jeune homme qu'elle doit épouser dès qu'elle sera en âge d'être femme. Un jeune homme, qu'est-il ? Il est peintre. Ah, ce serait dommage de sacrifier une si jolie personne à un homme du commun. Il est assez de femmes pour ces gens-là. Les beautés comme mesdemoiselles vos filles, madame, sont faites pour trouver un sort brillant, et je vous propose ma fortune si elle vous tente. Vous vous moquez, monsieur. Et c'est tout comme si je me proposais au prétendu de Fanchette pour l'épouser au lieu d'elle, sous prétexte de lui faire sa fortune, car je suis à mon aise, monsieur. Cette maison est à moi, et ce n'est pas mon seul bien. Vous voyez, madame, qu'on ne m'avait pas trompée quand on m'avait dit que vous étiez maîtresse de cette maison. J'en suis la propriétaire, monsieur. Il est vrai que le terme est plus expressif. Enfin, madame, je vous propose pour votre charmante fille un avantage de 20 000 livres de rente. Je suis votre servante, monsieur. Ma fille épousera son amant, un jeune, bel homme, comme elle, et non pas un grand-père. Adieu, monsieur. Nous sommes ici à l'île des Fous, je crois, et je redoute en vérité de vous ressembler. Et là, elle l'a poussé dehors et lui a fermé la porte au visage en le traitant d'impertinent lorsqu'il ne l'a plus entendu. Mais, ma chère sœur, peut-être aimerais-tu mieux que je te parlasse des curiosités de Paris ? Que de toutes ces petites misères que je ne te raconte que pour ne te rien taire, et encore parce que chez nous, je sais que tout t'amuse. D'ailleurs, tu m'aimes si tendrement que je crois pouvoir t'écrire comme je caquetterais avec toi si nous étions ensemble, soit ici, soit ailleurs. Enfin, je te marque ce qu'une autre que moi ne pourrait écrire, au lieu que vous avez mon frère pour vous raconter dans ses lettres ce qu'il y a de remarquable à Paris, beaucoup mieux que je ne le ferais. C'est en conséquence de tout cela, et qu'après t'avoir dit que je vois alors en secret, je vais traiter le point de mes occupations parce que je m'en acquitterai bien. Nous n'avons pas un moment d'inutile sous la direction de Madame Canon. Et depuis que Madame Parangon est avec nous,
Elle ne diminue pas notre occupation, mais elle y répand un charme qu'elle seule peut donner. Le matin, en nous levant, nous faisons la prière, puis nous dessinons d'après les meilleurs modèles. Nous peignons ensuite quelques sujets indiqués par notre maître, par mon frère ou par Madame Parangon. Cela nous mène jusqu'à midi, que nous allons à la messe. Au retour, une leçon de musique donnée par une femme. C'était une jeune marchande de musique de la rue du Roule, qui est très aimable, mais Madame Parangon la remplace absolument depuis quelques jours. On dîne à 2h. Nous allons à la promenade, où nous faisons une lecture. On travaille à l'aiguille, en mode, en robe, en linge le reste de la journée jusqu'au souper. Ce temps est d'environ 4 heures. À moins que la promenade n'ait été longue, ce qui est fort rare. Après le souper, on parle dessin, peinture et de ce qu'on fera le lendemain en ce genre, afin de préparer la tête à ce qui doit l'occuper dans la matinée et pour que les idées s'y gravent mieux durant les intervalles de sommeil. Cette méthode me paraît excellente et je m'en trouve bien. Toutes mes pensées dans les insomnies se portent sur l'art qu'on m'enseigne et je fais quelquefois des réflexions très heureuses. Madame Parangon aurait peut-être consenti à ne nous occuper que de peinture, mais sa chère tante Canon lui a dit à cette occasion, avec un peu d'humeur, « Je ne saurais voir des femmes ne faire aucun ouvrage de femme. Pour moi, si je ne tenais jamais l'aiguille, je me croirais bientôt un homme. Fi, des femmes qui font les homasses. Il n'y a rien au monde de si vilain, de si méséant. Ça conduit à perdre toute pudeur. » Madame Parangon fut l'embrasser, la larme à l'œil, en lui disant « Ah, ma chère tante, la belle vérité que vous venez de dire là. Je ne saurais vous exprimer combien je profite avec vous et combien vos sages avis me font éviter d'écart. Oui, en vérité, ce que vous venez de dire vous est dicté par la sagesse même. Je crois aussi qu'elle a raison et qu'il faut que les femmes soient femmes. Nous sommes très heureuses dans notre vie occupée. Nous ne connaissons pas l'ennui et si nous ne nous dissipions pas un peu trop en allant à l'église ou à la promenade, il n'y aurait pas d'innocence et de tranquillité comparables à la nôtre. Je te dois un compliment bien sincère en finissant cette lettre, ma chère Fanchon. C'est que tu traites tout ce que tu m'écris de la manière la plus intéressante. Et tu me touches, tu m'attendris, et Madame Parangon, en particulier, est enchantée de ton style et de tes sentiments. Adieu, Serette, bonne amie. Ménage-toi. Tu nourris ton fils, cela te met à l'abri de bien des petits inconvénients auxquels j'entends dire que les femmes de Paris sont sujettes. Lettre numéro 20. Edmond qui écrit à Ursule. Il parle d'Edmé ainsi que de son art et finit par un mauvais conseil à Ursule. 13 avril, nous sommes le 13 avril. Je suis dans un isolement pénible, ma chère sœur. Tout le monde m'abandonne à moi-même et en vérité, je ne sais comment faire pour réparer le vide où on me laisse. On est tout à toi et je ne suis plus rien. Ce n'est pas que j'en sois jaloux, mais si je cherche aussi à occuper mon cœur, vous n'aurez rien à me dire. J'ai revu Edmé ces jours passés. Elle est encore aussi aimable qu'elle me l'avait paru à vous. C'est tout ce que je puis t'en écrire. À présent, tu confieras de ma part à notre adorable fée que j'ai été assez familier chez sa voisine, mais que je m'en retire insensiblement. Les coquettes, soit dit en médisance, ne sont pas la société qu'il me faut. J'espère que tu me donneras de tes nouvelles. Celle d'ici, à l'exception de ce qui regarde la santé de nos chers pères et mères et de toute notre famille, qui est excellente, ne mérite pas que je t'en entretienne. Il en est cependant qui pourrait t'intéresser, mais je ne sais pas s'il est à propos de te les donner. Nous sommes assez bien, Monsieur Parangon et moi, depuis quelque temps. Je le seconde de tout mon pouvoir et nous travaillons tous deux comme pour éviter que le diable ne nous tente. J'ai fait une annonciation pour un maître-autel et j'ai cherché partout une figure de vierge bien agréable et bien angélique. J'en aurais bien pris une qui est toute céleste, ou celle de Mademoiselle Fanchette ou la tienne.
Mais cela aurait pu faire un mauvais effet sur M. Parangon. J'ai pris celle d'Edmé. Et il faut avouer que c'est peut-être le minois qui convenait le mieux au sujet, car la beauté que j'avais d'abord en vue est trop voluptueuse. Et on aurait été tenté, au lieu de prier, je serais ainsi tombée dans le même inconvénient que Rubens dans son Annonciation, que Monsieur le Prince de Conti vient de faire acheter et où la Vierge est un petit nez retroussé des plus coquets. Oui, je serais tombée dans le même inconvénient si l'on était tenté au lieu de prier. Quant à mademoiselle Fanchette, elle est trop jeune et elle a déjà trop de cette aimable langueur qui la rendra si dangereuse un jour. Pour toi, je ne sais, mais ta figure vaudrait mieux en Madeleine encore un peu galante. Ma foi, il me fallait Edmé, et je l'ai trouvée là fort à propos. Monsieur Parangon, qui ne la connaît pas, a trouvé la tête admirable. Il en a fait honneur à mon imagination. Et il m'assure que j'ai dans l'esprit les belles formes de la nature. Pour lui, qui s'était réservé un Saint-Joseph, pour mettre à la chapelle qui fait le penchant de celle de l'Annonciation, le pendant, de celle de l'Annonciation, il a jugé à propos de se peindre trait pour trait, je ne sais à quelle invention. Dans un autre tableau à nous deux, où nous avions Psyché, poursuivie par Vénus déguisée en Furie, il a donné à la Furie les traits de Madame Canon, au plus naturel. Moi, j'ai fait Psyché, sous ceux d'une femme que nous adorons, mais ici, M. Parangon m'avait dit de prendre le grand portrait de la chambre à coucher pour modèle. On me flatte que je l'ai surpassé, quoique M. Parangon regarde ce portrait comme son chef-d'œuvre. C'est que j'avais bien mieux dans le cœur les traits que je devais rendre sur la toile que lui dans les yeux, et que c'est le cœur, plus que l'œil, oui, qui conduit la main. Voilà toutes les nouvelles que je puis te donner, cher bon ami. Offre mon hommage à Madame Parangon et à Mademoiselle Fanchette. Post-scriptum. Vous ne voyez pas Monsieur Godet? Nous sommes fort bien ensemble. C'est un bon ami. S'il veut te parler en particulier, ma foi, il faut y prêter et n'en rien dire. Quant à Laure, je sais que vous vous voyez assez souvent, et qu'il te donne ses avis par elle, comme nous en étions convenus dès ici. Tu ne saurais mieux faire que de les suivre à la lettre. Il serait heureux qu'elle fût admise chez vous. Ce dernier conseil doit être le mauvais conseil. Lettre 21. Fanchon à Ursule. Ma femme lui parle de notre sœur Brigitte et d'un bruit fâcheux au sujet d'Edmond. 28 avril. Si j'ai si longtemps différé à vous répondre, très chère sœur, ce n'est ni par indifférence, ni que je me sois mal portée, au contraire, ma santé ne fut meilleure en aucun temps. Mais c'est que j'attendais que mon mari eût des nouvelles de son frère, et justement, il en a eu ces jours-ci, ainsi que des vôtres, très chère sœur, car le cher frère Edmond nous a transcrit votre lettre. Ce qui me fait croire qu'il pourrait y avoir quelques petits retentum, comme dit notre père de sa part ou de la vôtre. Quoi qu'il en soit, ma chère Ursule, j'attendrai là-dessus ce qu'il vous plaira de me marquer. Et quant à moi, je vais vous dire les nouvelles d'ici, car bien qu'elles ne soient pas aussi brillantes que celles que vous nous donnez, si est-ce pourtant qu'elles ne laisseront pas de vous intéresser, par la bonté que vous avez de bien interpréter ce que j'écris, et aussi par les choses en elles-mêmes. C'est qu'il s'agit de notre sœur Brigitte, qui est recherchée en mariage par un bon et honnête garçon, J. Marsigny, que vous connaissez. Mais je vous avouerai, ma chère sœur, que malgré la mode du pays, qui n'est pas galante, je n'ai jamais vu de pareils amours, et votre frère aîné en rit quelquefois lui-même. Brigitte est bonne, simple, n'entendant finesse à rien, prenant tout à la lettre. Marsigny est de même, et ils ne sont pas plus faiseurs de compliments ni de caresses l'un que l'autre. Pourtant, ils ont envie de se plaire. Mais je m'imagine que c'est d'après ce qu'ils veulent être l'un envers l'autre par la suite. Marsigny ne recherche pas Brigitte parce qu'elle est assez intelligente, mais parce que c'est une bonne ménagère. Et il plaît à sa maîtresse parce qu'il est infatigable au travail, sobre et presque avare. D'après cela, quand le garçon vient ici faire l'amour, il commence à se mettre en veste ou en chemise et travaille comme 4 à nous aider. L'autre jour, en moins de 2 heures, il nettoya le toit aux moutons, où il y avait bien 30 voitures d'engrais, et en quittant, il refusa un verre de vin que notre bonne mère lui portait. Pendant ce temps-là, Brigitte, qui travaille toujours assez, se tuait à tout ranger, car pour donner dans la vue de son amoureux, elle ne veut pas des ouvrages tranquilles.
Elle fait les plus lourdes des servantes ou des filles de journée. Et quand l'amoureux et la maîtresse n'en peuvent plus, ils se regardent un peu en dessous, juste comme ça, pour voir celui qui est le plus las, sans doute parce que c'est celui qui est le plus agréable. Voilà comme se passent toutes les visites de Monsieur J. Marsini à sa maîtresse, pas un mot. Mais à mes sœurs et à moi, c'est toujours quelques politesses à sa manière. Il nous ôte tout des mains pour nous empêcher de le porter et il nous repousse si fort que l'autre jour, Christine manqua d'en tomber en nous disant « ôtez-vous de là, vous n'auriez pas seulement la force de porter une paille. » Voyez, moi, quant à sa maîtresse, il la verrait pliée sous le fait qu'il n'y mettrait pas la main et il nous dit d'un air de vanterie « c'est que ça fait une fille vertueuse, celle-là, et non pas vous autres qui n'êtes que des mauviettes. » Notre cher père rit de le voir, mais à part, car devant nous, il tient son sérieux, ne voulant pas qu'un homme qu'il se propose de donner pour seigneur et maître à sa fille aînée soit envisagé de ses autres enfants sous un jour qui le leur rende moins respectable. Voilà toutes nos nouvelles d'ici, chères sœurs. Quant à ce qui est du cher frère Edmond, il paraît se bien plaire à la ville de mieux en mieux. Mais il parle de mademoiselle Edmée à son frère aîné d'une manière qui nous donne bien à penser. Ce n'est pas qu'il me soit avis qu'il y ait rien à craindre de ce côté-là, car voici une occasion, je crois, qui va montrer qu'il n'y a point de mal sans un bien. C'est que cette grande attache qu'il a pour Madame Parangon nous répond que rien ne le fera écarter des vues qu'a sur lui cette excellente dame. Je ne sais pourtant ce qu'a chanté un jeune Gautrin de N qui est clerc de procureur à Aubu, lequel est venu voir son père la semaine passée. Il a comme parlé d'une histoire d'Edmond avec une demoiselle voisine de M. Parangon qui passe pour une grande coquette. Il a dit que votre frère en était bienvenu, ainsi que de la mère ou belle-mère, et qu'on en parlait un peu dans la ville, disant qu'il était bientôt consolé de sa femme. Mais vous verrez que tout ça n'est que des bruits sans fondement. Et puis, d'ailleurs, Gautrin n'a pas dit qu'Edmond fasse du mal avec cette demoiselle. Autre chose n'est à vous demander, très chère sœur, car pour quand à ce qui est des choses que vous me marquez dans votre lettre, je sens que je n'ai pas assez vu le monde pour vous donner mes conseils. Et je me renferme dans ce que j'ai entendu dire l'un de ces jours à mon mari au sujet de ce que Gautrin avait dit à son frère. Les gens d'ici qui veulent juger de la ville, d'après ce qu'ils voient dans notre village, sont de pauvres aveugles qui parlent des couleurs ou des sourds qui veulent juger des sons. Les choses ne se font pas tout à fait là comme ici. Et puis d'ailleurs, mon frère est bon et sage. Il sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par ainsi, moi, qui le connais mieux que ces gens-là, je me tiens quoi, attendant pour juger que je me sois informée à mon frère lui-même. Quant à ce que vous marquez dans votre lettre à Edmond qui nous est venue de son écriture, je l'ai trouvée bien jolie et spirituellement faite. Et je voudrais pouvoir écrire comme ça. Je vous quitte en ce moment, ma chère Ursule, pour mon fils que voilà qui s'éveille, et je ne fermerai ma lettre qu'après lui avoir donné ce qu'il demande. Il est joli comme tout. Oui, joli comme tout, chère petite sœur. Et vous le croirez quand vous saurez que c'est bien plus le portrait de son oncle que de son père. Ce qui vient, je crois, de ce qui s'est passé au sujet d'Edmond pendant que l'enfant était dans mon sein. Car j'avais toujours Edmond devant les yeux du corps ou de l'esprit pendant sa maladie. Or, vous savez bien qu'Edmond et vous vous ressemblez. Et par tout cela, vous voyez que mon fils est très joli. Adieu, chère bonne amie sœur. Quand donc vous verrai-je? Lettre 22, d'Ursula Fanchon. 23 mai. La voilà qui s'émancipe à recevoir des lettres de ses amoureux et à y répondre. Nous avons eu ici bien de l'inquiétude ces jours-ci, ma chère sœur. Madame Parangon s'enfermait seule et nous ne la revoyions jamais que les yeux rougis de larmes. Mademoiselle Fanchette et moi, nous ne savions qu'en penser, mais enfin, elle est plus calme.
Je croyais pouvoir découvrir la cause de ce chagrin si vif, mais cela ne m'a pas été possible et il faut renoncer à te donner des lumières là-dessus pour ne te parler que de moi. D'abord, je te dirais que la copie de ma lettre à notre frère Edmond n'était pas tronquée, comme tu le crois. Je me tiens sur la réserve avec les hommes, comme je te l'ai déjà marqué. Je ne parle qu'en général, et je te réserve le particulier. Le marquis dont je t'ai déjà parlé m'a écrit 2 nouvelles lettres que j'ai un peu imprudemment reçues, car je présume qu'il s'est aperçu que je les voulais garder. La première est sur un ton assez cavalier, la seconde est sur une toute autre note. Entre nous, si j'allais devenir marquise, ce serait une fortune bien au-dessus de nos espérances. Mais il ne me plaît pas, voilà le mal, et le conseiller me plaît davantage. Je crois pourtant que cela ne pourra nuire à mes affaires que le conseiller sache qu'un marquis m'a fait des propositions de mariage. Et c'est pour cela que j'ai mieux reçu ce galant que les autres. Voici la première de ces 2 nouvelles lettres. 4e lettre du marquis, donc. Vous êtes charmante, mademoiselle. Je vous l'ai déjà écrit plus d'une fois, et mes regards vous l'ont dit plus de 100, mais vous paraissez ne pas faire attention à ce langage éloquent. Il faut vous en parler un autre. Je vous ai marqué que j'étais riche, que je suis de condition. Je vais aujourd'hui signer cette lettre de mon vrai nom. Je vous adore et je vous propose tel arrangement que vous voudrez. Il n'en est point que je ne tienne pourvu qu'il vous rende riche et heureuse. Vous me paraissez de l'honnête bourgeoisie, malgré l'air extraordinaire de votre gouvernante, mère, tante ou bisaïeule, je ne sais lequel, mais si vous cherchez une situation honnête, elle est trouvée. Je suis à vous, et vous pouvez disposer de votre dévoué serviteur, le marquis de... Et cette 4e lettre était donc suivie d'une 5e lettre que vous découvrirez dans un prochain épisode de Voyage au bout de la nuit. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc La paysanne pervertie ou les dangers de la ville. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!